Débat aujourd'hui, le FMI, le Fonds monétaire international, face à la situation économique du Congo-Brazzaville. En visite au Bénin le 11 décembre dernier, la directrice du FMI, Christine Lagarde, a indiqué dans une interview que, je cite, « les situations de crise financière ou de difficultés économiques révèlent toujours les fragilités et les vulnérabilités des systèmes de gouvernance ». Fin de citation, allusion faite à la situation économique du Congo-Brazzaville qui suscite inquiétude et réserve au sein de l'institution financière internationale. Inquiétude aussi à Paris, où l'on redoute les conséquences de la crise financière congolaise sur l'ensemble de la zone CFA d'Afrique centrale. Dans ce contexte que le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, était reçu le 13 décembre dernier par le ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. Motif de ce rendez-vous insolite, l'examen des moyens permettant de réduire la faillite, de contenir plutôt, ou d'empêcher ou de prévenir la faillite de l'État congolais en mettant en œuvre un plan d'urgence de la relance de l'économie congolaise. Alors que les effets de la crise sont de plus en plus sensibles dans la vie quotidienne de la population congolaise, tous les regards sont désormais tournés vers le FMI dont une délégation est attendue au Congo au début de l'année. Le point sur ce dossier avec nos invités dans cette édition du Grand Débat. L'émission est réalisée par Valentin Blanc. Africa numéro 1, le Grand Débat. Vous trouvez également le Grand Débat sur facebook.com/le Grand Débat. Nos amicales salutations à tous ceux qui nous écoutent aux quatre coins du monde. Mention spéciale à ceux qui nous écoutent aujourd'hui à Lomé, à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Lubumbashi, à Washington DC, à Édimbourg, à Berlin ou encore à Montréal. Bienvenue à nos nouveaux amis sur Facebook. On va les citer tout à l'heure ou peut-être demain quand on va accéder à la page Facebook. Et bien sûr, toujours et encore une pensée forte à nos amis du Burundi. Le Grand Débat, analyse, décryptage, coup de gueule, commentaires. Le Grand Débat sur Africa numéro 1. Le FMI face à la situation économique du Congo-Brazzaville. Tous les regards sont donc tournés vers les docteurs du Fonds monétaire international avec cette question. Quelle sera donc la prescription de l'institution financière internationale pour remettre en ordre l'économie congolaise au bord de l'effondrement? Nous en parlons avec nos invités dans ce grand débat. Avec nous ici en studio, Emmanuel Okamba, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Francis. Emmanuel Okamba, vous êtes maître de conférence en sciences de gestion à l'Université de Marne-la-Vallée. Vous êtes l'auteur de La gouvernance, une affaire de société aux éditions L'Harmattan et aussi de Mondialisation, concurrence et compétitivité aux éditions Public Book Université. Avec nous également ici en studio, Andrea Gongombe, bonsoir. Bonsoir Francis. Andrea Gongombe, vous êtes coordonnateur du collectif Sassoufi, bien sûr. Et avec nous au téléphone depuis Brazzaville, Joe Washington et Bina. Bonsoir Joe Washington et Bina. Bonsoir à vous. Bonsoir, on vous entend pas bien. On va tester la ligne. Vous m'entendez? On vous entend mieux, mais il me semble que vous avez un kit main libre, il vaut mieux vous en débarrasser, ce serait beaucoup plus pratique et surtout ça va rendre la communication plus confortable. En tout cas, vous êtes Joe Washington Ebina, acteur de la société civile, membre de la Fondation Ebina, président des Forces Unies pour la Liberté et la Démocratie, FULD. Tout à l'heure, un peu plus vers 18h30 dans l'émission, nous accueillerons Mawa Kiese Mawawa, ancien parlementaire congolais, délégué général des Assises nationales du Congo. Il est physicien et éditeur. Il nous rejoindra tout à l'heure au cours de l'émission. Alors, je vais commencer avec vous, Joe Washington Ebina, vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. Ah ben c'est parfait, là ça va bien. Alors la crise financière elle se double depuis quelque temps d'une crise sociale. Alors comme vous êtes sur place à Brazzaville, est-ce que vous pouvez nous parler des effets de cette crise au quotidien sur la vie, dans la vie quotidienne des populations? Ben écoutez, il faut déjà préciser que depuis un certain moment, il y a une grande précarité au niveau des populations de Brazzaville dans tous les secteurs. Dans le secteur le plus important qui est la santé, il y a quelque temps, le plus grand hôpital de Brazzaville, le CHU de Brazzaville, le centre universitaire de Brazzaville, où les agents arrêtaient complètement de travailler. Il y avait cependant et très minimum un service minimum et qui malheureusement ne pouvait pas résoudre l'état qui venait donc qui était à régler. Et donc il y a une crise qui est très forte. Et donc, bon, il faut reconnaître une chose, c'est qu'au niveau de Brazzaville aujourd'hui, il n'y a pas un secteur qui n'est pas touché. Oui. Tous les secteurs sont touchés, cela vous pouvez le remarquer dans la vie au quotidien et cela vraiment pose problème dans tous les secteurs. Les retraités ont des problèmes de pension après de 11 à 12 mois sans être payés. Bon, évidemment, je vous ai parlé du CHU qui ont accumulé 2 à 3 mois, ils ont été payés, mais malheureusement, la situation continue. Donc, le CHU a repris ses fonctions, mais c'est pas comme il faut. Donc, il n'y a pas un secteur qui n'est pas touché et cela vraiment pose énormément de problèmes dans la vie au quotidien ici à Brazzaville. On dit que les arriérés de salaire touchent à tous les secteurs, sauf les militaires.
Comment les populations organisent-elles leur quotidien dans ces conditions, Joe, Washington et Bina? Dans la grande précarité, c'est la survie. C'est la grande précarité. Les Congolais, vous savez, ils ont une foi très importante. Donc les gens, la population essaie de s'organiser. Il y a un petit peu de solidarité qui peut se mettre en place, mais c'est bien précaire. Oui. Il faut vous rappeler simplement que au-delà des problèmes d'économie, il y a un climat délétère de tension suite à la crise du pool qui a rajouté au malheur des Congolais toute une population de près de 100 000 personnes dans une zone qui aujourd'hui vivent dans une insécurité qui est grande. Donc la situation au Congo est vraiment très difficile et donc les populations survivent au-delà de tout. La presse a rapporté ces jours-ci, Joe Washington et Bina, a rapporté les sentiments des partenaires internationaux du Congo-Brazzaville à propos de cette situation très particulière. Et certains parmi ces partenaires estiment que, je cite, il ne s'agit plus de sauver un président, un homme, mais une population, un pays. Fin de citation. Concrètement, comment le pouvoir congolais présente-t-il la situation à la population congolaise? Il faut analyser la République du Congo comme étant un pays où tout est basé, pendant une longue période, était basé sur l'économie des hydrocarbures. C'est la base de fonctionnement au niveau du Congo et depuis qu'il y a eu une chute drastique du cours du pétrole, il s'est avéré que le gouvernement congolais n'a jamais vraiment pu diversifier son économie. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une crise. Maintenant, le gouvernement congolais donne un message qui est malheureusement un message de reprise, c'est-à-dire que on attend qu'il y ait une reprise tôt ou tard, mais cela n'arrive pas à convaincre les populations. La population vit dans une précarité. Cette précarité est là. Maintenant, vous constatez dans la société que bon, il n'y a pas obligatoirement, il n'y a pas aujourd'hui de sortie de crise immédiate. Même les députés eux-mêmes de la République aujourd'hui ont à peu près 5 à 6 mois sans salaire. Donc, c'est tous les secteurs qui sont touchés. Il n'y a pas aujourd'hui un message qui donnerait espoir dans l'immédiat. Mais bon, nous espérons avoir une suite assez favorable. Je tiens également à vous annoncer que, faisant partie de la société civile, nous avons reçu un courrier, nous rencontrons les responsables du FMI le mercredi à 10h. Oui. Ils nous ont, comme la première fois quand ils sont arrivés à Brazzaville, nous sommes allés évidemment pour les rencontrer et donner notre position par rapport à la crise. Évidemment, notre message de la société civile, c'est de préciser que la crise est évidemment due à une mauvaise gestion, mais qu'il faudrait qu'il y ait plus de transparence. Parce que nous défendons une cause, c'est d'avoir que les Congolais ne doivent pas perdre les acquis sociaux qui sont très importants, parce que s'il faut qu'on reçoive de l'aide par le FMI, mais qu'on perd les acquis sociaux, ce qui voudrait dire encore une fois, c'est les populations qui devraient souffrir, et je crois que cela n'est pas acceptable. Tu vois, Washington, bien, vous disiez il y a quelques instants, nous espérons une suite favorable. Qu'est-ce que vous espérez exactement à l'issue? Enfin, comment vous envisagez, vous imaginez l'issue de cette situation tout à fait singulière? Écoutez, déjà, nous ne disons pas à la société civile, lorsque nous avons rencontré les membres du FMI, nous ne disons pas non à l'aide au niveau du Congo. Notre problème, c'est qu'il y ait plus de transparence dans l'aide accordée au Congo. Ce n'est pas la première fois que le FMI arrive au Congo pour apporter une certaine assistance, mais cette assistance doit être un peu beaucoup plus coordonnée, parce que on se rend finalement compte que les priorités de l'État ne sont pas vraiment dans les acquis sociaux des populations. Donc nous, tout ce que nous attendons, c'est qu'il y ait évidemment restructuration, qu'il y ait de l'aide apportée au Congo, qu'il y ait une vérification au niveau du Congo, mais nous voulons qu'il y ait plus de transparence, que les acteurs de la société civile, qu'il y ait une transparence au niveau de la visibilité de l'aide qui sera apportée au Congo. Pour l'instant, nous n'avons pas d'autre solution, puisque on constate de partout qu'il y a une crise qui malheureusement atteint les populations à un niveau inadmissible. Vous me direz tout à l'heure si l'équipe gouvernementale actuelle est en capacité de répondre à ces conditionnalités. Restez avec nous, Joe Washington et Bina. Emmanuel Okamba, je voulais revenir avec vous en quelques mots sur ce rendez-vous insolite entre le président congolais et le ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. C'était le 13 décembre dernier. Le président congolais qui vient en quelque sorte au rapport face à un ministre français des Finances. Est-ce que c'est courant, ça? Monsieur Francis, je dois vous dire que je ne suis pas là, ici sur ce plateau, pour répondre à ce genre de questions. Pourquoi? Parce que ça fait partie de l'actualité, non? Je suis venu ici pour vous parler de ce qui se passe au niveau de la CEMAC. Oui. Donc, le rendez-vous pris entre le président Sassou Nguesso et monsieur le ministre... Mais il est venu parler de ça, justement. Il est venu parler de la crise financière au Congo-Brazzaville et des répercussions éventuelles dans la zone CEMAC. Donc, vous êtes en plein dans votre propos. J'aimerais bien que vous m'interrogiez sur la CEMAC. Je pourrais bien vous n'allez pas me refaire mon émission. Je vous ai invité à vous parler de la crise économique au Congo-Brazzaville. Bon, maintenant, si vous voulez... si vous voulez parler d'autre chose, on peut parler également du temps qu'il fait à Paris aujourd'hui. Ce qui s'est passé entre le président Denis Sassou Nguesso et
le ministre... je vous demandais, vous qui êtes un universitaire, je vous demandais simplement si c'était des pratiques courantes, si c'est d'usage évidemment qu'un président de la République d'un pays souverain vienne rencontrer le ministre de l'économie et des finances pour lui exposer la situation de son pays. Je ne connais pas l'objet de leur entretien. Vous ne vous informez pas sur la situation de votre pays? Nous voyons bien ce qui se passe. Ils ont eu un entretien. Je ne sais pas dans quel cadre. Est-ce que c'est dans l'amitié? Est-ce que c'est Voilà. Ah oui. Donc moi, je suis incapable de vous dire l'objet de cet entretien. Le ministre Bruno Le Maire s'est montré d'ailleurs très ferme avec le président congolais. Il lui a demandé la transparence des comptes publics du Congo, avec livres ouverts, chiffres clairs, etc. Dette publique transparente. C'était l'occasion de rappeler que Brazzaville avait tenté au début de l'année de cacher au FMI une partie de son endettement à hauteur de 8 milliards d'euros. En retour, Denis Sassou Nguesso, le président congolais, se serait engagé à redresser la situation devant Bruno Le Maire. André Ngombe, on peut quand même s'étonner de ce genre de dialogue, non, entre le Congo et la France. Est-ce que cet échange confirme en quelque sorte, s'il le fallait encore, l'arrimage de l'économie congolaise aux décisions françaises? Il faut rappeler que le ministre Le Maire est aussi président du groupe informel qu'on appelle le Club de Paris. Oui. Et dans le cadre du Club de Paris, il est possible que le président du Club de Paris, qui a un rang de chef d'État, rencontre un autre chef d'État. Oui. Est-ce que c'est à travers ce C'est ce titre qu'il a reçu. Voilà, peut-être. Oui. Maintenant, cela montre surtout la fébrilité de Paris qui essaye par une dernière manœuvre, même s'ils disent sauver une... On aurait mieux compris tête-à-tête voilà. entre Denis Sassou Nguesso et Emmanuel Macron, non? Ça ne s'est pas fait pour des questions d'image. Monsieur Macron ne veut pas salir son image Alors, en s'affichant avec quelqu'un qui est aujourd'hui un pestiféré. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, sur les relations entre la France et le Congo? Non, ça nous dit surtout la relation entre la France et sa zone CEMAC. On essaie de sauver Monsieur Sassou en disant que en sauvant Sassou, on ne sauve pas Sassou, on sauvera une population. Mais il faut savoir que la dette du Congo est égale à la dette cumulée de l'ensemble des États de la CEMAC. Donc c'est le Congo qui est le mauvais élève. Oui. Et nous disons, comme on disait pour la Grèce, nous préférons, nous Congolais, société civile, dire que le Congo peut être suspendu du franc CFA s'il faut, plutôt que de faire un bail-out, comme on dit, de sauver M. Sassou dans le paquet. C'est-à-dire si c'est un paquet qui inclut celui qui est à l'origine de ce désastre économique, nous, Congolais, nous préférons une suspension du franc CFA au niveau du Congo. Oui. Comment ça peut se produire, ça, techniquement? Ça se produit comme ce qui a failli arriver pour la Grèce, c'est-à-dire du fait que le risque est trop grand et que le Congo a menti, comme vous avez bien dit dans l'introduction. Le Congo a menti sur ses comptes. Le Congo a caché de la dette, donc il s'est mis lui-même dans les règles du contrat qui le liait à la communauté, hors de ces règles, et il doit y avoir sanction. On ne peut pas ne pas sanctionner le Congo pour ce genre de pratiques, sinon elles risqueront de se répéter. Emmanuel Okamba? Oui. Oui. Votre question? Écoutez, quel est votre regard? Alors, puisque vous ne pouvez pas répondre à certaines questions d'actualité, dites-nous en tant qu'universitaire votre regard sur la situation aujourd'hui au Congo-Brazzaville. Quelle est votre réflexion sur la cette situation du Congo-Brazzaville et alors, quelle est votre analyse? On vous écoute. Le Congo-Brazzaville est en pleine négociation avec le FMI, Oui. comme le Cameroun a été en négociation avec le FMI, Oui. le Gabon l'a été, Le Tchad aussi. le Tchad l'a été, Oui. la RCA aussi l'a été. Le Congo est en pleine négociation, la Guinée équatoriale dans peu de temps. Oui. Donc, l'ensemble des pays de la CEMAC, tous ces pays sont en crise. Oui. C'est donc une crise régionale. Et les besoins de financement estimés par le FMI se lèvent à 8 milliards 400 dollars. Donc, aujourd'hui, le Cameroun... 8 milliards 400 dollars, est-ce que vous êtes sûr de votre chiffre? Milliards, hein, je parle de milliards. Oui, vous êtes... Oui. 8 milliards 400 millions? Oui, Ah oui, d'accord. 8 milliards 400 de dollars. Donc, les chiffres sont du FMI. Donc, le Cameroun a négocié et a signé et a obtenu donc une facilité élargie de crédit sur 3 ans de 666 millions de dollars. Oui. Le Gabon en a 642, le Tchad à 312, le RCA 83,6. Oui. Bien. Donc pour le Congo, c'est en cours. La négociation est en cours. Oui. Donc. Pourquoi ça bloque alors? Pardon? Ça bloque pas? Tout va bien? Je ne pense pas que ça bloque puisque les experts du FMI sont en négociation. Oui. Je crois qu'ils sont arrivés le 5 décembre et qu'ils vont terminer le 20. C'est-à-dire dans Quelques jours. Après-demain, dans 2 jours. Donc, attendons que ces experts donnent au moins leurs conclusions sur ce qu'ils ont pu observer, sur
au moins cette ultime négociation. Que pensez-vous des difficultés qu'on rencontre aujourd'hui au quotidien vos compatriotes congolais, tels que le décrivait il y a quelques instants Joe Washington depuis Brazzaville? Le Congo est en crise financière salaire, et économique. Cumulé. Les problèmes de salaire sont là, donc c'est une évidence. Personne ne pourra vous dire aujourd'hui qu'au Congo, sur le plan économique et financier, tout va très bien. Personne ne pourra vous le dire. Pourquoi c'est plus compliqué au Congo qu'au Tchad, au Gabon, en Guinée équatoriale, tous ces pays que vous venez de citer? Chaque pays a ses propres spécificités. Oui. Chaque pays s'est organisé pour mieux subir le choc. Comment on est arrivé là? Il y en a qui supportent mieux le choc que d'autres. Donc, vous parlez de quel choc vous attribuez toutes les difficultés du Congo aujourd'hui à la question pétrolière, à la baisse du cours? Il me semble que sur ce plateau, ce même plateau, oui, j'avais utilisé un mot ici qui était que parmi les causes, il y avait les crimes de confusion sociale, oui, que vous avez interprété à l'époque par la corruption, par la malgouvernance, on peut appeler ça comme ça aussi, par tous ces éléments. Bon. Ces éléments sont là puisque le président en demande un audit. D'accord. OK? Oui. Donc si le président demande un audit sur ces éléments... Il n'y a pas que le président d'ailleurs, il y a le FMI qui demande aussi. Il y a le FMI aussi qui demande. Oui. Donc c'est quelque chose qui existe. Oui. C'était pour vous le dire, vous le confirmez encore sur ce plateau, oui, qu'il y a bien dans l'ensemble de ces pays de la CEMAC des phénomènes de corruption comme ça existe partout dans le monde. Alors pourquoi la crise est beaucoup plus aiguë au Congo-Brazzaville qu'ailleurs? Donc, quand vous écoutez, c'est QFD, très simple. Parce qu'il y a plus de corruption au Congo qu'ailleurs? Le pétrole représentait... C'est ce que vous dites, c'est ce qu'il faut entendre. Non, le pétrole représentait 80% quasiment du budget de l'État. Oui. Donc, quand vous perdez 80% des recettes du budget de l'État, d'un coup, il est évident que vous pouvez pas les reconstituer autrement. Vous qui êtes universitaire, vous pouvez peut-être nous expliquer pourquoi le Qatar, évidemment, pourquoi les Qataris ne sont pas aussi en difficulté, pourquoi parce qu'ils avaient des réserves plus importantes que celles du Congo, tout simplement. Non, on ne peut pas dire ça. Le Nigeria n'est pas dans la même difficulté que le Congo, par exemple. Hein. Le Nigeria aussi avait des réserves importantes qui permettent de compenser. Mais n'est pas agité par une crise de la même ampleur que le Congo-Brazzaville. Vous contrôlez un peu la difficulté, je vous comprends bien, vous êtes un peu embarrassé parce que vous êtes membre du PCT, quand même, le Parti congolais du travail. Monsieur Francis, même si vous n'êtes pas ici à ce titre. Je vous dis ici que je ne suis pas ici en tant que membre. C'est juste pour que les auditeurs sachent d'où vous parlez. Monsieur Okamba est ici en tant que professeur des universités. Mais affilié par ailleurs politiquement au PCT, le Parti congolais du travail. Ce n'est pas une infamie. Je ne vous demande pas le vôtre, monsieur Francis. Ce n'est pas infamant. Regardez la mienne tranquille. Ça n'a rien d'infamant d'appartenir au PCT, me semble-t-il. Monsieur, je ne réponds pas à votre question. Je ne suis pas là pour ça. André Ngombe. Non, je voulais faire un peu de pédagogie parce que quand monsieur Sassou demande un audit, on peut se demander de qui se moque-t-on, sait-il lire? Parce que nous avons envoyé au secrétaire général de la présidence du Congo le rapport Global Witness qui est sorti, qui est un rapport conséquent, sérieux, qui explique que non seulement c'est une pratique ancienne depuis 1970 pour le Congo de préfinancer, pour vraiment être équilibré. Cette pratique a aussi été employée par le pouvoir de M. Lissouba. Donc c'est une pratique de malgouvernance enracinée dans le Congo. Et il se trouve que parmi les acteurs qui nous ont plongé dans cette crise, surtout après l'effacement de la dette de 2010, les noms sont connus. Les affaires sont pendantes devant plusieurs juridictions mondiales. Il y a M. Denis Christel Nguesso, il y a M. Gokana, il y a M. Jean-Yves Olivier avec les négociations de Vitol, les négociations de Trafigura, les négociations de Gunvor, M. Chironi qui est poursuivi et M. Ebata lui-même qui est aujourd'hui soi-disant négociateur pour le Congo, qui risque d'entraîner des souffrances sociales pour les Congolais, mais qui est lui-même dans une affaire de malversation où 60 millions d'euros ont été détournés. Donc si M. Sassou veut faire un audit, qui ne cherche pas à dépenser l'argent des Congolais en recrutant un cabinet fantoche pour faire un audit fantoche qui ne sera jamais appliqué, qu'ils prennent juste les affaires judiciaires pendantes, les rapports existants et que la sanction s'applique. Les Congolais sont dans la souffrance à cause de l'impunité. Ce qui fait souffrir les Congolais, c'est pas que l'argent soit seulement détourné, c'est que les coupables se pavanent dans la ville librement et veulent imposer la souffrance au peuple. Et je demande à M. Joe Washington qui va rencontrer mercredi, de demander, en tout cas au nom de la société civile congolaise, la suspension de M. Ebata comme négociateur. Il n'a ni la légitimité, ni la légalité d'être négociateur pour le Congo, puisqu'il est partie prenante du problème. Il a contribué à l'opacification du secteur pétrolier congolais. Il a contribué à détourner les cargaisons du pétrole congolais. Comment peut-il négocier la transparence avec le FMI? On est chez les fous.
Joe Washington est bien vous répondre dans quelques instants, bien sûr. Nous parlons de ces négociations en cours avec le FMI. Le FMI, quand même, qui exige avant tout accord, en tout cas c'est Christine Lagarde qui le dit, que l'on procède à un audit sur la gouvernance et la corruption. On voit bien que la question de la qualité de la gouvernance est clairement posée par le FMI. On verra si les conditions sont réunies aujourd'hui, à court terme en tout cas, pour un accord avec le FMI. Et même s'il y avait un accord, est-ce que cet accord pourrait permettre aujourd'hui au Congo de revenir à la normale dans tous les secteurs de la vie économique? On en parlera, on continuera d'en parler après la publicité avec tous nos invités. Emmanuel Okamba, Andrea Ngombe, Joe Washington et Bina. Et nous allons également accueillir dans ce grand débat Mawa Kessé Mawawa qui va nous rejoindre dans quelques instants. Restez avec nous. À tout de suite. Le grand débat, 18h, 19h, avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Le FMI face à la situation économique du Congo-Brazzaville. Nos invités pour en parler, Emmanuel Okamba, maître de conférence en sciences de gestion à l'université de Marne-la-Vallée. Et avec nous également Andrea Ngombe, coordonnateur du collectif SASOFI, et au téléphone depuis Brazzaville, Joe Washington Ebina, acteur de la société civile, membre de la fondation Ebina, président des Forces Unies pour la liberté et la démocratie, FULD. Dans quelques instants, nous serons au téléphone avec Mawa Kessé Mawawa, ancien parlementaire congolais. Joe Washington Ebina, donc je parlais il y a quelques instants des conditions préalables posées par le FMI. Ce n'est pas présenté comme des conditions préalables, en tout cas, Christine Lagarde souhaite évidemment que l'on procède à un audit sur la gouvernance et la corruption. Ce sont quand même des mots assez forts. Des conditions portant sur la question de la qualité de la gouvernance au Congo-Brazzaville. Le FMI propose également une sortie du tout pétrole et la mise en œuvre de réformes structurelles, mais ça c'est un peu plus tard évidemment. En somme, c'est toute l'économie congolaise qu'il faut reconstruire, Joe Washington et Bina. Est-ce que l'équipe gouvernementale actuelle est en capacité de le faire? Écoutez, je pense que depuis de longues années, il est bien difficile aujourd'hui que cette équipe puisse trouver des solutions dans la mesure où c'est sous cette gestion, c'est sous la gestion de la même équipe que nous sommes rentrés dans ce gouffre. Mais bon, écoutez, aujourd'hui, il faut simplement savoir que lorsque nous avons rencontré le FMI la première fois, nous avions très surpris de savoir qu'ils sont très bien informés de la situation. Ils sont informés de la gestion nationale avec des acteurs qui gèrent tous les secteurs. Ils savent très bien ce qui se passe. Donc, ils sont très très bien informés. Cependant, nous, ce que nous demandons, évidemment, lorsque nous faisons un plaidoyer pour les populations, c'est que finalement, que les populations ne subissent pas. Parce qu'au-delà de tout ça, c'est les populations qui malheureusement ne peuvent pas aujourd'hui subir des restrictions en ce qui concerne leurs acquis sociaux. C'est ce que nous faisons, c'est de défendre notre population. Maintenant, évidemment que nous avons besoin de transparence. Évidemment que sans cette transparence-là, nous repartirons vers une aide qui n'aboutira toujours pas. Vous savez, non, mais je vois tout à l'heure, je vous posais la question de savoir comment le gouvernement présentait la situation de la population. D'abord, est-ce qu'il y a un discours officiel pour présenter la situation et expliquer la situation aujourd'hui aux Congolais et indiquer éventuellement des pistes de sortie de crise? Est-ce qu'il y a ce discours en direction des populations ou pas? Non. Écoutez, les populations vivent au quotidien une précarité. Le gouvernement ne donne pas de discours dans la mesure où la visibilité de la précarité est trop importante. Je vous assure que la réalité dans tous les secteurs, il n'y a pas un secteur qui ne soit pas touché. Donc les populations sont relativement informées. Je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement évite d'apporter Donc il n'y a aucune communication du gouvernement aujourd'hui sur cette question? Non, il n'y a pas de communication claire, parce que au contraire, aujourd'hui, il y a plutôt une communication sur une négociation avec les structures financières internationales, bien sûr, mais il n'y a pas de message visible sur une possibilité de sortie. Il n'y a pas de message. Il n'y a pas de message. Lorsque le Premier ministre va au Parlement et il est interpellé par des députés qui se plaignent sur la situation, mais il n'y a pas aujourd'hui un message du gouvernement qui devrait penser à une amélioration au plus vite. Nous attendons simplement que les négociations soient faites et que ces négociations aboutissent à un message à la suite. Mais pour l'instant, il n'y a pas un message et donc nous sommes dans ce statu quo-là. Restez avec nous, Washington Ebina. André Ngombe, rapidement, vous voulez intervenir? Il y a quand même un discours, il y a un discours du gouvernement qui consiste à mentir que la crise est générale, est mondiale, est juste liée à la fluctuation du prix du pétrole. Le porte-parole du gouvernement a tendance à répéter cela, que c'est simplement une crise conjoncturelle, alors que l'analyse profonde de cette crise montre que c'est une crise structurelle. C'est une crise du régime congolais et pas une crise du pétrole. Donc il y a bien un discours quand même. Exactement. Un mensonge. D'accord. Un mensonge gouvernemental. Mais il n'y a pas de message indiquant des pistes de sortie de crise. La piste, c'est justement la négociation, que le FMI juste va venir, la négociation. que tout va aller bien comme et si, que voilà. Comme si tout tenait finalement à cet accord avec le FMI. Exactement.
On accueille à présent au téléphone Mawa Kessé Mawawa, ancien parlementaire congolais, délégué général des Assises nationales du Congo. Il est par ailleurs physicien et éditeur. Mawa Kessé Mawawa, bonsoir. Allô, vous nous entendez? Oui, bonsoir, monsieur Laloupo. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, vous avez suivi l'émission, je crois, depuis le début. Voilà, quelle est votre analyse de cette situation très particulière, hein, parce qu'aujourd'hui, on parle carrément de l'effondrement de l'économie congolaise, et on voit bien déjà les effets qui sont extrêmement sensibles sur la vie quotidienne des populations. Ben oui, effectivement. Donc, déjà, je vous remercie de l'intérêt que vous apportez à la situation de notre pays. Mais moi, j'aborderai en fait le politique de cet effondrement économique. En fait, la situation économique congolaise marque aujourd'hui l'aboutissement d'un gangstérisme d'État qui date de 40 années. Et plus récemment, ce que l'on peut dire, si cette situation arrive, simplement parce que il y a les facteurs les plus récents qu'on peut réaliser sont les suivants. C'est que, il y a plus de 20 mois, Sassou Nguesso, pour escamoter son peuple électoral, a déclenché lui-même une guerre dans le département du Poul. Or, comme l'avait dit le président Pascal Lissouba, le Poul, c'est la locomotive du Congo, le département du Poul. Pour Brazzaville, c'est par le Poul que passe le chemin de fer. Donc, ceci dit, pendant toute cette guerre, il y a eu un achat énorme d'armement. Il a fallu financer donc les mercenaires, il a fallu financer l'achat d'armes et il a fallu empêcher les populations du Poul de vaquer à leurs occupations habituelles, qui sont donc le travail des champs, l'élevage, toutes les occupations qui ne dépendent pas de l'État. La liste se dégrade, Mawa Kessé Mawawa, c'est dommage, hein, vous êtes dans un endroit où le réseau n'est pas très confortable. En tout cas, là, c'est bon. Déplacez-vous légèrement peut-être, allez-y. C'est bon là, je crois. Allez-y. Bon. Ok. Donc, l'État sciemment a détruit ce qu'on peut appeler le grenier du pays, le grenier de Brazzaville, qui est le département du Poul. Donc ça, c'est le 1. Et il a fallu faire des sorties massives d'argent du trésor public. Et une fois que tout cet argent est sorti, ils se sont rendus compte que les caisses de l'État sont vides. Et concomitamment, il y a eu donc cette baisse du prix de baril. Mais la crise congolaise n'est pas une crise liée à la baisse du prix du baril du pétrole. C'est une crise de gouvernance. C'est parce que, à la tête du pays, il y a des gouvernants qui sont incompétents, qui n'aiment pas leur pays, dilapident tout l'argent. Donc, vous connaissez toute cette affaire des biens mal acquis qui se baladent à l'étranger. Mais il faut ajouter une chose. Et cette crise, elle a été accentuée par quoi? Par le fait aussi que notre premier partenaire, qui est donc la France, en 2015, au moment où il fallait prendre les décisions qui s'imposaient, il n'y avait pas de patouillage de la situation. Vous savez bien que la France a donné son OK pour le renouvellement du mandat, pour le changement de la Constitution. Donc, Sassou Nguesso a rempilé, et ce qui fait que cette crise devient une crise qui doit intéresser non seulement le Congo, mais également la France. Et que les solutions, elles ne sont pas dans les audits. Les solutions, elles sont politiques. Elles sont politiques. Les solutions sont politiques, essentiellement. Je vais devoir vous interrompre, mon cher Mawa Kessé Mawawa, parce que le réseau n'est pas très favorable là où vous vous trouvez. Hein. Ce n'est ni agréable pour vous ni pour les auditeurs. On a compris l'essentiel de votre propos. En tout cas, la crise, elle est essentiellement structurelle, comme disait André Ngombe, mais surtout politique, comme vous l'avez précisé. Merci beaucoup. On revient ici en studio avec vous, Emmanuel Okamba. Vous avez écouté tout le monde, pardon, excusez-moi. Et alors, je vous pose plus de questions parce que vous ne répondez pas à mes questions. Donc, je vous demande juste d'apporter un commentaire après tout ce que vous avez entendu. Je peux répondre à toutes les questions, sauf quand elle est politique. Ah bon. Alors, il est évident que la crise que traverse le Congo est multiforme, n'est-ce pas? Nous avons déjà dit sur ce même plateau que cette crise est une crise de gouvernance, que c'est une crise liée aux problèmes de corruption, que cette crise, c'est vrai, il y a la baisse du pétrole qui réduit de manière drastique les recettes de l'État, ça c'est une évidence. Maintenant, les faits sont là. Qu'est-ce que le Congo peut faire pour s'en sortir? Le Congo, pour s'en sortir, c'est vrai, a demandé l'aide de
du FMI. Oui. Le FMI est en pleine négociation avec le Congo. Oui. On espère qu'à la suite de cette négociation, le FMI pourra décider, puisque la solution que le FMI veut apporter, c'est une solution au niveau régional. C'est ça le problème. Oui, bon, alors, donc le Congo, le FMI veut surtout signer un accord au niveau régional, parce que le FMI ne signe plus des accords pays par pays. C'est une question de principe qui est désormais celui du FMI. Absolument. Le FMI fonctionne par des accords régionaux et non plus des accords pays par pays. Voilà, c'est tout. Il ne s'agit pas d'apporter des solutions régionales. Voilà. Parce que à vous écouter, finalement, il ne s'agit pas de mettre non plus le Congo sous tutelle du FMI. Non, loin de là. Alors, le problème du Congo, c'est qu'après tout ça, il va falloir que les autorités évidemment, restructure complètement le système de gouvernance. Oui, la solution sera congolaise, en tout cas. La solution est congolaise, c'est-à-dire restructurer complètement la structure de gouvernance de l'État. L'État dépense beaucoup d'argent par des structures qui sont parfois inutiles. Oui. Le nombre de ministres est trop important aujourd'hui par rapport à la crise. Le nombre de députés est trop important. Le train de vie de l'État. Donc tout ça, il faut réduire le train de vie de l'État pour avoir un trait de vie qui est plus raisonnable par rapport à la situation d'aujourd'hui. Pour vous, ce sont là les solutions pour vous. Après l'évaluation de la dette donc du FMI. D'accord. André Ngombé. Oui, je pense que ce qu'a dit le professeur Okamba est une goutte d'eau vraiment dans le vase. C'est une goutte d'eau. Parce que même si on réduisait le nombre de ministres, même si on faisait tout cela, je ne pense pas que la crise serait résorbée. Parce que il y a l'argent du bois qui est quasiment aujourd'hui hors bilan, qu'on ne voit pas, on ne sait pas, on n'a pas les chiffres, on n'a pas les quantités. Il y a l'argent de l'or, et peu de gens savent que l'or est exploité au Congo. Il y a l'argent du diamant au niveau de Bétou qui est exploité. Il y a tellement de ressources dans ce pays qui sont exploitées, on ne sait pas, on n'a pas les chiffres. Donc nous pensons, nous, en tant que collectif Sassoufi, qu'il faut d'abord repasser obligatoirement, comme la Grèce, soit par la case élection, soit par l'exclusion du Congo de la zone CEMAC. Le Congo a menti. Il faut des sanctions. On ne peut pas continuer dans un pays où jamais de sanctions ne s'appliquent, jamais de responsabilités ne sont données aux uns aux autres. Et comme ça, ça fait la 3e fois que ce pays est en faillite. 3 fois en moins de 50 ans, 2 fois en moins d'une décennie. Il faut évidemment que ce scandale, c'est une première mondiale, que ce scandale soit puni. Et nous connaissons les auteurs, nous avons cité des noms. Et M. Sassou est lui-même l'un des gros acteurs et il doit répondre de ses actes. Je pense que Monsieur Ngombe, vous connaissez peut-être pas les règles du fonctionnement de la CEMAC. On ne sort pas de la CEMAC comme ça. On a menti. Il faut repartir, il faut revoir les statuts de la CEMAC pour comprendre dans quelle mesure... on disait la même chose pour la Grèce d'ailleurs. On disait la même chose, mais la convergence c'était à 77%, on est à 120%. Donc on est déjà hors des clous. Non. En plus, on a menti, on a caché les chiffres. Quelles sont les sanctions prévues par la CEMAC? Mais il faudrait déjà les appliquer. Lorsqu'un État ne respecte pas, là vous êtes sur un critère qui est celui de la dette. Voilà. Bon, lorsqu'un État ne respecte pas les critères de convergence, c'est de ça qu'il s'agit. Vous savez combien d'États on a dans la CEMAC respectent les critères de convergence? Aucun. Si. Lequel? Le Cameroun, c'est le meilleur. D'accord. Voilà. Si vous ne le savez pas, il y en a un au moins. Tous les autres ne convergent pas. Tous les autres. Les 5 autres ne convergent pas. Donc, votre sanction, il faudra demander l'exclusion des 5 autres États et laisser la CEMAC seulement au Cameroun. Vous voyez que c'est complètement une absurdité. N'avancez pas des choses comme ça quand vous êtes devant les antennes. Vous êtes assez responsable, vous étudiez, mais lorsque vous avez des choses comme ça à dire, laissez un peu de côté la passion. Essayez d'être plus objectif parce que là, nous sommes en train d'informer nos auditeurs. Ceux qui nous écoutent ont besoin d'une information précise. Très bien. On va revenir aux informations précises sur le Congo-Brazzaville après la publicité. On va y revenir. On va donc marquer une pause à présent et ensuite on passera aux conclusions provisoires sur ce sujet, ce débat consacré à la crise économique du Congo-Brazzaville. Après la publicité, nous rejoindrons Joe Washington et Dina à Brazzaville. Ne partez pas, à tout de suite. De 18h jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Le FMI face à la situation économique du Congo-Brazzaville. Nos invités, Emmanuel Okamba, André Ngombe et Joe Washington et Dina, qui est avec nous depuis Brazzaville et qu'on va rejoindre à présent
J'espère qu'il est toujours avec nous. Alors, on parle de crise économique, de crise sociale, mais à cela, il faut évidemment ajouter une crise politique qui s'enlise, avec des prisonniers politiques, toujours incarcérés sans procès, et aussi une situation de guerre doublée d'une crise humanitaire dans le département du Poul. Je vois Washington et Bina, alors c'est vrai que on focalise beaucoup sur cet accord avec le FMI, mais est-ce qu'un accord avec le FMI suffira à résoudre toutes ces lourdes questions, ce qu'on peut considérer comme une crise multidimensionnelle au Congo-Brazzaville? Non, mais nous considérons que, évidemment, la crise est multidimensionnelle dans la mesure où tous les secteurs sont touchés, mais nous considérons au niveau de Brazzaville qu'il faut justement rétablir un climat de confiance. Le climat de confiance doit être rétabli dans la résolution des crises, dans la crise du Poul. La crise du Poul est une crise qui, évidemment, affecte sur le plan économique, la gestion nationale. Il a été évoqué évidemment la situation de, cela fait plus de 3-4 ans qu'il n'y a pas de train au niveau du Congo. Cela est un frein à l'économie. Donc nous considérons que oui, c'est vrai, la crise est multidimensionnelle, mais justement, il faut rétablir la paix dans notre pays. La paix, justement, pourra entraîner justement cette évolution. Mais ça, c'est pas le FMI qui peut le faire, ça. C'est pas le FMI qui. Est-ce que le FMI intègre ces paramètres dans ses négociations avec le gouvernement congolais? Nous, même dans le plaidoyer que nous faisons au niveau du FMI, nous expliquons ici évidemment que nous ne pouvons pas parler d'économie au Congo sans parler d'un climat apaisé. Vous ne pouvez pas parler d'économie au niveau du Congo-Brazzaville tant qu'il y ait le problème du Poul qui soit abordé. C'est un problème aussi bien humanitaire, mais c'est un problème économique. Lorsque dans le débat, il a été évoqué le sujet de la relation du Poul avec l'économie nationale, mais c'est fondamental. Et donc nous, au-delà de ça, les solutions de sortie, nous le disons. Nous parlons évidemment, le gouvernement d'adopter une règle budgétaire qui doit être ancrée évidemment sur le sol primaire en pétrole, parce que évidemment le pétrole ne peut pas malheureusement être la seule solution par rapport à nos problèmes, mais il faut évidemment le dire régulièrement, c'est que tant qu'il y a un climat délétère, on a parlé des prisonniers politiques, mais nous le disons régulièrement, que tant que les gens n'ont pas cette liberté au niveau du Congo, cela est aussi un frein sur la confiance que nous donnons sur le plan international. Alors pour conclure, on va vous libérer, Joe, Washington et Bina. Quel est le climat général aujourd'hui à Brazzaville? Morosité, attentisme, un peu d'espoir quand même, de sortie de crise? Écoutez, pour vous dire qu'il y a de l'espoir, il faudrait bien que l'on ait, parce que sinon rien ne peut être fait. Nous nous battons au quotidien avec la société civile pour faire des plaidoyers à longueur de journée, aussi bien sur les droits de l'homme, aussi bien sur le plan économique dans tous les secteurs. Nous dénonçons évidemment l'enrichissement illicite au quotidien des dirigeants. Nous demandons qu'il y ait un peu plus de regard au niveau des populations qui sont évidemment en train de souffrir. Nous avons parlé du plan de la santé. Le plan de la santé touche tout le monde. Donc il faut obligatoirement qu'il y ait un regard au niveau des populations. Maintenant, il y a de l'espoir parce que la lutte est là, mais cet espoir, nous considérons que l'espoir viendra par un dialogue national. Il faut que les Congolais s'asseyent pour trouver des issues, pour trouver des solutions aux problèmes qui minent la République, qui nous entraînent dans le gouffre. Merci beaucoup, Joe Washington. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à Brazzaville. Je rappelle, vous êtes un acteur de la société civile congolaise, et président de la Fondation Ebina et président des Forces Unies pour la Liberté et la Démocratie, FULD. Merci beaucoup d'avoir participé à ce grand débat. Andrea Gombe, crise multidimensionnelle, bien sûr. La question, évidemment, dépasse largement le cadre économique. Oui, ça dépasse le cadre économique et ça me permet de vous dire une information capitale que j'ai ce matin. Le prisonnier Jean-Marie Michel Mokoko est interdit de voir un médecin dentiste alors qu'il a une rage de dents depuis plusieurs jours. Et donc, c'est tout cela qui contribue à décrédibiliser toute négociation possible. Parce qu'un État où même voir un dentiste quand on est prisonnier est interdit, où est-ce qu'on est? Et un investisseur viendra investir dans un tel pays où la loi n'est pas appliquée. Le prisonnier Paulin Makaya devait être sorti depuis le 1er décembre. Il est maintenu contre la loi en prison. Un journaliste, Gilles Fortnier-Dombé, pour avoir écrit un article, est en prison. C'est quoi ce pays? Quel investisseur voudrait être dans ce pays? Où le fils d'un industriel est emprisonné parce que simplement son père a de l'argent que l'État lui doit. Donc vraiment, on ne peut pas parler de diversification dans ce sens-là. Et vraiment, notre position, c'est de demander au FMI d'appliquer la même sévérité qui a été appliquée pour la Grèce qui avait menti. Le cas congolais, c'est le cas d'un pays qui a menti. On a menti, on a caché. Et donc, il faut des sanctions. La Grèce est repassée par une élection. Au moins, le minimum syndical pour le Congo, c'est de reconstruire une légitimité parce que cette équipe présente
Et M. Lucien Ebata n'a aucune légitimité pour conduire une négociation avec le FMI et engager la signature de tout le peuple congolais. Ce n'est pas possible. Il faut que ça s'arrête. Oui, vous référez beaucoup à la Grèce, mais bon, la Grèce ne cumulait pas... C'est un cas parmi tous les autres. Et puis la Grèce ne cumulait pas à l'époque autant de crises que aujourd'hui le fait le Congo, parce que voilà, on parle d'une crise économique, crise politique lourde hein, quand même depuis 2015, crise sociale évidemment, avec toutes les difficultés auxquelles sont confrontées les populations aujourd'hui, crise humanitaire dans le pool, et crise de système politique également, Emmanuel Okamba. Comment on résout cette équation ? Le Congo n'est pas sa première crise. Oui. Vous savez, si on remonte dans l'histoire du Congo... Comment ça, c'est pas tout à fait depuis les réponse. années 63, les années 70, les années 80... Oui. Chaque période a sa spécificité. Oui. Les Congolais ont toujours su trouver en eux-mêmes les forces nécessaires pour résoudre leurs problèmes. Oui. Donc ce n'est pas le FMI qui va apporter les solutions. Le FMI apporte la solution financière. C'est ça. OK? Et encore ponctuel. Ponctuel. Oui. Bien. Le reste, c'est le travail des Congolais. Que ce soit la dimension politique. Oui. C'est le problème des Congolais. Les Congolais doivent se retrouver. Doivent se retrouver. Comment on résout cela? On a seulement ce qu'on appelle le mbongi, ce qu'on appelle la réunion, ce qu'on appelle la palabre. Ça, c'est permanent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, les fils du pays se retrouvent. Je pense qu'il y a une volonté politique qui est affichée dans ce sens. Et l'idéal serait que les acteurs, évidemment, se mettent autour de la table et discutent des solutions politiques. Mais là, vous alignez les vœux pieux, les incantations, etc., la palabre, etc. Il s'agit évidemment, ces crises sont parfaitement identifiées, Emmanuel Okamba. Elles sont clairement identifiées. Je parle de crise humanitaire, crise sociale, crise de système politique, crise politique par ailleurs, crise sociale, etc. Tout ça cumulé, on met ça évidemment sur la table. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comment résout l'équation dans un pays qui cumule autant de difficultés en même temps à un moment donné? S'il y a plusieurs problèmes en même temps, quelle est la réponse? Justement, la réponse, c'est que les fils du pays se retrouvent... Si la réponse n'est pas seulement économique, elle est donc politique. Elle est politique, c'est ce que je suis en train de vous dire depuis un moment. Se retrouver... Alors, quelle est la réponse politique? Se retrouver entre les fils du pays pour pouvoir en parler. Il y a quelques instants, Joe Washington et Bina préconisaient par exemple un dialogue national. Absolument, c'est ça. Pour pouvoir évidemment, pour que tous les fils et filles du pays se mettent autour d'une table pour pouvoir inventer, je dirais, de nouvelles formes de vie dans votre pays. C'est ce que nous appelons la palabre, c'est parce que c'est dans cette palabre africaine que se trouvent, et congolaise en particulier, que se trouvent les solutions. Un dialogue sincère, donc, moi. Il faut qu'elle soit sincère, évidemment, elle a toujours été sincère. Elle peut être sincère avec des gens qui ont des Kalachnikov, quand même. Non. Mais voilà. Vous savez ce qui s'est passé. Quand on braque les gens, une arme à la tempe et on dit négocier, non, ce n'est pas possible. Ce qui s'est passé Il faut une force d'interposition au Congo. En 93, l'armée était républicaine. L'armée que 92, l'armée était républicaine. L'armée que nous avons aujourd'hui, c'est la même qui bombarde des populations civiles dans une région de notre propre pays, ce qui est inadmissible et inhumain. Ce n'est pas une armée qui est républicaine. Il faut aujourd'hui au Congo une force d'interposition capable de rétablir le rapport de force militaire dans ce pays. Parce que cette équipe-là, qui est dans une attitude suicidaire jusqu'au boutiste, on l'avait prévenu dès 2015 de ce qui allait arriver. Les rapports existent, les articles existent, le peuple congolais s'est soulevé pour dire ce que vous faites va aboutir à une crise multidimensionnelle. On nous a répondu allons seulement. Et maintenant, nous disons, repassons par la case élection, reformons une légitimité, et la nouvelle équipe qui sortira de cette élection avec des critères transparents et internationaux pourra conduire les réformes nécessaires pour ce pays. C'est pas contre le PCT, c'est pas contre M. Sassou, c'est pour le Congo. Ensemble, sortons de là par le haut. Sinon, ce pays va se disloquer et va disparaître. Les forces de dislocation sont déjà à l'œuvre. Continuez comme ça, il n'y aura plus de Congo. Vous savez depuis 30 secondes pour conclure. Vous savez depuis combien de temps les pays sont mortels. En face du Congo, donc en RDC, les forces de l'ONU existent dans ce pays. Vous savez depuis combien? Heureusement. Depuis l'indépendance du pays, et ça n'a pas résolu le problème. Comparaison n'est pas raison. Parce que la solution n'est pas à l'extérieur, la solution ce sont les Congolais eux-mêmes. C'est-à-dire le dialogue. Même si vous décidez aujourd'hui de dire, voilà, M. Sassou doit partir, ou M. Intel doit rentrer, etc., si les fils du pays ne se retrouvent pas autour de la même table pour trouver en eux-mêmes les solutions, certains sont ça ne sera pas l'extérieur qui le fera, jeune homme. Je suis désolé.
C'est la fin de cette émission. Emmanuel Kamba, merci d'être venu, maître de conférence en sciences de gestion à l'université de Marne-la-Vallée. Vous avez publié 2 ouvrages, en tout cas je vais en citer 2. La gouvernance, une affaire de société aux éditions d'Harmattan et mondialisation, concurrence et compétitivité aux éditions Public Book Université. André Ngombe, merci d'être venu. Merci. Coordonnateur du collectif Sassoufi. Merci encore à Joe, Washington et Bina, qui est avec nous au téléphone depuis Brazzaville, acteur de la société civile, président de la Fondation Ebina, président des Forces Unies pour la liberté et la démocratie. Vous pouvez répéter cette émission en podcast dès ce soir sur notre site africa1.com à la rubrique Le Grand Débat. L'émission a été réalisée par Valentin Blanc. Bonne soirée à toutes et à tous à l'écoute d'Africa numéro 1. Et n'oubliez pas, prenez grand soin de la beauté des choses. Essayez en tout cas.